Il y a quelque chose de troublant que presque personne ne reconnaît. On peut continuer à fonctionner, sourire, tout accomplir, et pourtant être en train de s'effondrer de l'intérieur. Pourquoi votre esprit ne vous laisse-t-il pas vous reposer? Pourquoi continuez-vous si chaque jour est plus lourd? Et il y a un détail encore plus important, la dépression ne se manifeste pas toujours par de la tristesse, parfois elle se cache dans des habitudes qui semblent normales. Rester, car les reconnaître peut tout changer. Pour beaucoup de gens, l'humour n'est pas seulement une forme d'expression, mais un bouclier. Ils font rire les autres facilement, ont toujours un commentaire spirituel, une réponse rapide, une blague qui brise le silence. De l'extérieur, ils paraissent légers, charismatiques, même heureux, mais en réalité, l'humour devient un masque soigneusement construit pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. Faire rire est un moyen efficace de détourner l'attention. Quand vous faites rire, personne ne demande comment vous vous sentez, personne ne creuse. Le projecteur s'éloigne de vous et se tourne vers le divertissement que vous offrez. Ainsi, le cerveau apprend que le rire est une forme de protection. Pendant que les autres rient, vous n'avez pas à expliquer votre fatigue, votre vide ou votre douleur. Avec le temps, cette stratégie devient automatique, même dans les moments difficiles. La personne répond avec ironie ou sarcasme, non pas parce qu'elle ne se soucie pas de ce qu'elle ressent, mais parce qu'elle ne sait pas comment l'exprimer sans se sentir vulnérable. Montrer de la tristesse semble dangereux, montrer de la fatigue, un fardeau. L'humour devient le langage sûr. Le problème apparaît quand le masque ne peut plus être enlevé, quand on est seul et que le silence arrive. Il ne reste plus rien pour distraire. C'est là que surgit l'épuisement émotionnel. Le rire constant ne soulage pas la douleur, il ne fait que la reporter. Et plus elle est reportée, plus elle devient lourde. Beaucoup de personnes qui utilisent de l'humour comme refuge ressentent une profonde solitude intérieure. Elles se sentent vues pour ce qu'elles font rire, pas pour ce qu'elles sont. Et cette déconnexion, maintenue trop longtemps, peut être un signe clair de dépression cachée. L'humour n'est pas le problème est quand il devient la seule façon de survivre émotionnellement, et ce n'est là qu'une des nombreuses façons dont l'esprit tente de se protéger quand quelque chose ne va pas. Le sommeil est souvent l'un des premiers espaces où la dépression cachée se manifeste. Pour certaines personnes, dormir devient une voie d'évasion. Elles dorment plus que nécessaire parce qu'être endormies est la seule façon de faire taire l'esprit. Pendant qu'elles dorment, elles ne pensent pas, ne ressentent pas, ne se souviennent pas. C'est un repos qui ne cherche pas à récupérer de l'énergie mais à disparaître pendant quelques heures. À l'opposé, d'autres personnes n'arrivent pas à dormir. Le corps est épuisé, mais l'esprit ne s'arrête pas. Les pensées se répètent, s'enchaînent, reviennent encore et encore et aux mêmes souvenirs, aux mêmes préoccupations. La nuit, qui devrait être un refuge, se transforme en un champ de bataille silencieux. Il n'y a pas de paix, seulement une fatigue accumulée. Bien qu'ils paraissent opposés, ces deux extrêmes naissent du même endroit. Le cerveau est surchargé et ne sait pas se réguler. Trop dormir et ne pas pouvoir dormir sont deux façons distinctes d'exprimer la même lutte interne. De l'extérieur, seul le symptôme est perçu. De l'intérieur, on le vit comme une crise constante. Souvent, l'entourage interprète ces changements comme de la simple fatigue ou du stress. Tu es fatigué, tu as besoin de mieux dormir. Mais ce qui n'est pas vu, c'est la souffrance qui se cache derrière. Le sommeil cesse d'être réparateur et devient un signal d'alarme que personne n'écoute. Quand le repos fait défaut, tout le reste commence à s'effondrer. La concentration diminue, l'irritabilité augmente, les émotions deviennent plus difficiles à gérer. Et pourtant, beaucoup de gens continuent de fonctionner cachant le problème derrière une apparence de normalité. Le sommeil, dans ces cas, n'apporte pas de soulagement. Il ne fait que refléter le conflit interne qui reste irrésolu. Et quand l'esprit ne trouve de repos, ni éveillé, ni endormi, il cherche une autre forme d'évasion. Rester occupé peut sembler une vertu. Agenda rempli, tâches enchaînées, productivité constante. De l'extérieur, tout paraît admirable, mais pour beaucoup de personnes souffrant de dépression cachée, être toujours occupé n'est pas de l'ambition, c'est de l'évasion. Tant qu'il y a quelque chose à faire, il n'y a pas de place pour ressentir. Pas de silence, pas de questions inconfortables. Le travail, les projets et les responsabilités deviennent une anesthésie. Chaque activité est une distraction soigneusement choisie pour ne pas regarder à l'intérieur. Quand l'esprit s'arrête, des émotions trop lourdes apparaissent. C'est pourquoi le corps reste en mouvement, non pas parce qu'il veut avancer, mais parce qu'il a peur de s'arrêter. Cette hyperactivité émotionnelle est souvent applaudie par l'entourage. Quel responsable, quel travailleur, il est toujours en train de faire quelque chose. Personne ne soupçonne que derrière cette énergie se cache un épuisement profond. La fatigue ne se montre pas car il n'y a pas le temps de la montrer. L'occupation constante maintient
maintient l'apparence de contrôle. Cependant, le prix est élevé. Vivre ainsi est épuisant. Chaque jour demande plus d'efforts pour maintenir le rythme. Le corps se tend, l'esprit est saturé et la motivation s'épuise. Quand arrive enfin un moment de quiétude, l'anxiété fait irruption avec force. Le silence devient menaçant. Être occupé pour ne pas penser affecte aussi les relations. La personne est présente physiquement mais absente émotionnellement. Elle écoute à moitié, répond automatiquement, évite les conversations profondes, non par manque d'intérêt mais parce qu'elle n'a pas les ressources internes pour les soutenir. Cette forme de fuite peut se maintenir longtemps, parfois des années, mais elle ne guérit rien, elle ne fait que reporter la rencontre avec ce qui fait mal, et plus elle est reportée, plus il devient difficile d'y faire face. Quand l'esprit ne peut plus s'échapper, ni en dormant, ni en travaillant, apparaît un autre signe encore plus troublant, l'incapacité de ressentir du plaisir. L'anédonie est l'un des signes les plus silencieux et à la fois les plus déconcertants de la dépression cachée. Il ne s'agit pas de tristesse évidente ni de pleurs constants, c'est quelque chose de plus subtil, l'incapacité de ressentir du plaisir. Des choses qui auparavant généraient de l'enthousiasme passent maintenant sans laisser de traces. Des moments qui devraient avoir de l'importance sont vécus comme s'ils ne se produisaient pas du tout. La personne continue de sourire, remplit ses obligations, participe même à des activités sociales. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, il y a une déconnexion profonde, les émotions positives n'arrivant pas, il n'y a ni joie, ni illusion, ni satisfaction, seulement une sensation plate, éteinte, difficile à expliquer avec des mots. Le plus déroutant est que cela ne s'accompagne pas toujours d'une douleur intense, parfois ça ne fait rien mal. Et précisément pour cette raison, c'est si troublant. Ne pas se sentir mal semble préférable à se sentir mal, mais ne rien sentir est un signe clair que quelque chose ne fonctionne pas. Le système émotionnel s'est protégé en s'éteignant. Beaucoup de personnes atteintes d'anédonie se reprochent ce manque de réponse. Elles se demandent pourquoi elles ne jouissent pas, pourquoi elles n'apprécient pas ce qu'elles ont, pourquoi tout leur est indifférent. Ce jugement personnel ajoute une autre couche de souffrance. Non seulement elles ne ressentent pas de plaisir, mais elles se sentent aussi coupables de ne pas en ressentir. Cette déconnexion affecte tous les domaines. Les relations deviennent mécaniques, les réussites perdent leur sens, l'avenir n'inspire pas car le présent n'est pas ressenti. Vivre en mode éteint consomme de l'énergie sans offrir de récompense émotionnelle. L'anédonie n'est ni de la paresse ni de l'ingratitude. C'est un signe clair d'épuisement émotionnel profond. Le cerveau a réduit l'intensité pour survivre, mais ce mécanisme a un coût élevé. La vie perd de sa couleur. Quand le plaisir disparaît, l'esprit cherche des explications et souvent il les trouve en se retournant contre soi-même, alimentant un dialogue interne de plus en plus dur. Quand les émotions positives s'éteignent, l'esprit ne reste pas silencieux. Au contraire, il est rempli d'une voix constante qui juge, critique et épuise. Ce dialogue interne toxique ne crie pas toujours, il chuchote souvent, et précisément pour cette raison, il est si dangereux. Il se présente comme des pensées réalistes, mais au fond, ce sont des attaques répétées contre soi-même. La personne commence à tout remettre en question, ses décisions, sa valeur, sa façon d'être. Chaque erreur est magnifiée, chaque doute devient une preuve d'insuffisance, peu importe les efforts fournis ou les réussites, cela ne semble jamais suffire. L'esprit trouve toujours une raison de dévaloriser. Le plus néfaste est que cette voix semble être la sienne. Ce n'est pas une agression externe, mais une vérité interne. Je suis faible, je gâche toujours tout, les autres seraient mieux sans moi. Ces phrases se répètent tellement qu'elles finissent de paraître acceptées comme des faits et non comme de simples pensées. Ce dialogue interne consomme une énorme quantité d'énergie mentale. Chaque action nécessite une lutte préalable. Chaque décision est accompagnée de la peur de l'erreur. Vivre ainsi est épuisant. Il n'y a pas de repos même dans la solitude car l'esprit devient l'endroit le plus hostile. Beaucoup de personnes apprennent à cacher ce conflit. À l'extérieur, elles affichent une attestation de sécurité, responsabilité, voire succès. Mais à l'intérieur, elles vivent dans une tension constante. Le jugement interne ne s'arrête pas, même dans les moments de calme. Avec le temps, ce schéma érode l'estime de soi et renforce l'isolement émotionnel. La personne cesse de demander de l'aide car elle sent qu'elle ne la mérite pas. Elle se convainc que son malaise est un échec personnel, non un signe de souffrance légitime. Quand l'esprit devient un ennemi, la douleur cesse d'être visible pour les autres, et alors apparaît un autre signe silencieux, l'isolement émotionnel, même lorsque l'on est entouré de gens. La solitude invisible n'a rien à voir avec le fait d'être physiquement seul. Au contraire, elle apparaît souvent quand on est entouré de personnes, conversations, réunions, messages constants, tout semble indiquer une connexion, mais à l'intérieur, la sensation est autre. Personne ne voit vraiment ce qui se passe. Personne ne demande ce qui compte vraiment, personne ne va au fond des choses. Cette forme de solitude naît lorsque la personne sent qu'elle doit cacher son état émotionnel pour ne pas gêner. Elle apprend à répondre « tout va bien » même quand ce n'est
pas vraie. Elle s'adapte à ce que l'on attend d'elle et cesse de montrer ce qu'elle ressent. Peu à peu, cette distance devient permanente. Être avec les autres ne soulage plus, cela ne fait que fatiguer. La solitude invisible est particulièrement douloureuse car elle n'est pas évidente. L'entourage ne la détecte pas. De l'extérieur, la personne semble intégrée, fonctionnelle, même sociable. À l'intérieur, elle se sent déconnectée, incomprise, isolée émotionnellement. Et plus le temps passe, plus il devient difficile de briser ce mur. Beaucoup de personnes craignent de s'ouvrir car elles pensent que personne ne comprendra ce qu'elles ressentent. Ou pire encore, qu'elles seront jugées. Alors elles gardent le silence, non pas parce qu'elles n'ont pas besoin de soutien, mais parce qu'elles ont appris à survivre sans le demander. Cette déconnexion émotionnelle affecte profondément l'identité. La personne commence à se sentir étrangère même à elle-même. Elle se demande pourquoi elle se sent seule, si elle est accompagnée, pourquoi elle n'arrive pas à se connecter, même si elle essaie. Cette confusion renforce l'isolement. La solitude invisible ne crie pas, elle n'attire pas l'attention, elle s'installe lentement et se normalise. Et quand elle devient une habitude, elle peut passer inaperçue pendant des années. Mais il y a un dernier signe, le plus silencieux et le plus dangereux, qui apparaît souvent lorsque tous les précédents se sont accumulés pendant trop longtemps. C'est le signe le plus silencieux et en même temps le plus alarmant de la dépression cachée. Il n'y a pas de crise visible, pas d'effondrement évident. La personne continue de fonctionner, elle se lève, travaille, répond aux messages, fait ce que l'on attend d'elle. De l'extérieur, tout semble en ordre, mais à l'intérieur, la sensation est claire. Elle ne se sent pas vivante. Vivre devient une séquence d'actes automatiques. Il n'y a pas de connexion avec le présent. Les jours passent sans laisser de souvenirs. Les décisions sont prises par inertie, non par désir. Il n'y a pas d'enthousiasme pour l'avenir ni d'attachement réel au présent. Il n'y a que l'obligation de continuer. Le plus dangereux de cet état est qu'il peut se prolonger longtemps sans être détecté. Comme il n'y a pas de souffrance évidente, personne n'intervient. La personne ne demande pas non plus d'aide car elle ne sait pas comment expliquer ce qui lui arrive. Elle n'est pas mal au sens traditionnel. Elle est simplement vide. Elles fonctionnent parce qu'elles sentent qu'il n'y a pas d'alternative, parce qu'arrêter semble impossible, parce qu'elles ont appris que remplir ses obligations est plus important que ressentir. Peu à peu, cette déconnexion se normalise. La vie est vécue comme une tâche de plus à accomplir. Cet état n'implique ni manque de valeur, ni manque de force. Au contraire, il apparaît souvent chez des personnes qui ont résisté trop longtemps sans soutien. Le corps continue d'avancer, mais le système émotionnel est épuisé. Fonctionner sans se sentir vivant, ce n'est pas vivre. C'est survivre. Et même si cela ne se voit pas de l'extérieur à l'intérieur, c'est l'une des formes les plus profondes de souffrance silencieuse. L'histoire ne se termine pas ici. Reconnaître ces signes n'est pas une condamnation, c'est une opportunité, car ce qui peut être identifié peut aussi commencer à être soigné. La dépression cachée ne se présente pas toujours comme une tristesse évidente, ni comme une crise qui arrête la vie. Souvent, elle se déguise en fonctionnement, en responsabilité, en force. Celui qui la vit continue d'avancer, accomplit, s'adapte. Et précisément pour cela, elle passe inaperçue. Non pas parce qu'elle ne fait pas mal, mais parce que la douleur a appris à se cacher. Tous les signes que nous avons vus ont quelque chose en commun, ce sont des tentatives de survie. L'humour, l'excès d'activité, l'isolement émotionnel, le dialogue interne dur, aucune de ces conduites ne naît de la faiblesse, elles naissent de l'épuisement. D'avoir supporté trop de poids pendant trop longtemps sans soutien réel. Reconnaître ces signes ne signifie pas s'étiqueter ni se juger, cela signifie comprendre que quelque chose a besoin d'attention, que ne pas ressentir de plaisir, ne pas se sentir vivant ou vivre en pilote automatique n'est pas normal, même si c'est devenu habituel. Et surtout, cela signifie cesser de minimiser ce qui se passe à l'intérieur juste parce qu'à l'extérieur tout fonctionne. Demander de l'aide n'est pas un échec, c'est interrompre un cycle qui, autrement, se prolonge en silence. Parler, nommer ce que l'on ressent, chercher un soutien professionnel ou émotionnel n'élimine pas immédiatement la douleur, mais ouvre une issue. La vie n'est pas faite pour être seulement supportée, elle est faite pour être ressentie. Et même si cela ne semble pas être le cas maintenant, retrouver la capacité de ressentir est possible quand on cesse de lutter seul